Après avoir refusé de m'aider à financer mes études universitaires, mes parents attendent désormais de moi que je leur donne 150 000 pour le mariage fastueux de ma sœur. J'ai décliné, me souvenant de ce qu'ils m'avaient dit il y a tant d'années. C'est alors que ma sœur a fait irruption dans mon appartement. J'ai grandi dans une petite ville, dans une modeste maison à 2 étages, avec mes parents et ma sœur aînée, Grace. Elle n'a que 2 ans de plus que moi, pourtant il nous semblait souvent vivre dans des mondes radicalement différents. Mon père tenait un petit café, juste assez florissant pour nous assurer une certaine stabilité, pendant que maman restait à la maison et aidait occasionnellement au restaurant. Notre vie n'était pas luxueuse, mais nous nous en sortions, la plupart du temps du moins. Grace, par contre? Ah, ma chère Grace. Quelle prestation extraordinaire! Je me souviens de l'enthousiasme débordant de maman, un soir, après un événement scolaire. Tu iras loin dans la vie, tu es tellement talentueuse. J'étais là, sur le seuil, mon propre certificat de la foire scientifique encore à la main, mais personne ne semblait s'en apercevoir. C'était une habitude. Grace était l'étoile, et moi, l'ombre. Toute mon enfance a suivi ce schéma. Grace recevait le tout dernier iPhone, et moi, je récupérais son ancien modèle, écran fissuré. Sa garde-robe était composée de vêtements de créateur, la mienne de ses affaires usées. Chaque réunion de famille était une vitrine de ses exploits. Vous avez entendu les scores du SAT de Grace, lançait fièrement papa au cousin. Très haut percentile, et en plus, elle est présidente du club de débat. J'avais appris à me rendre invisible durant ces conversations, sachant pertinemment que mes chutes en vélo ou mon rôle de trésorière du club d'écologie passeraient toujours inaperçus. Je ne m'en sortais pas mal, pourtant. Mais chez nous, faire simplement, bien, revenait presque à un échec. Estella, me disait un jour maman en pliant le linge avec moi, tu devrais envisager des métiers pratiques, peut-être dans la vente ou les services. Il n'y a aucune honte à avoir un travail honnête. Ces mots étaient douloureux, même si j'avais fini par m'accoutumer à ces rappels de mes soi-disant limites. Ce qui m'a plus marqué, c'est la façon dont ils œuvraient pour les consolider. Avec le recul, je comprends que ces premières années ont posé les bases de tout ce qui a suivi, les comparaisons sans fin, les remarques subtiles, le message clair que j'étais inférieur à ma sœur. Ces blessures ont mis des années à guérir, mais parfois, la douleur devient une force. Ma famille n'a jamais réalisé à quel point leur comportement allait façonner notre avenir à tous. Je me souviens encore du jour où Grace a reçu sa lettre d'admission à l'université. Toute la maison a explosé de joie. Maman a cuisiné son plat favori, papa est rentré avec une bouteille de vin de qualité, et ensemble ils ont passé la soirée à rêver du futur de leur fille brillante, dans l'une des meilleures universités de la région. On a économisé pour cet instant depuis ta naissance, ma chérie, répétait maman en rayonnant. Je restais silencieuse à table, jouant avec la nourriture, imaginant, naïvement, la fête qui m'attendrait 2 ans plus tard. J'aurais dû me douter du contraire. Quand mon tour est arrivé, la réaction a été tout autre. J'avais travaillé dur pour mes notes, intégré des clubs et suivi des cours supplémentaires pour renforcer mes dossiers, mais tout cela semblait insignifiant. L'université? Le rire de maman était tranchant et méprisant quand j'ai soulevé le sujet. Estella, sois réaliste. Nous ne pouvons pas nous permettre de t'envoyer aussi. Par ailleurs, tu n'as pas le profil universitaire. Mais, et l'argent que vous aviez mis de côté pour Grace? Ma voix tremblait. Papa s'est raclé la gorge. C'était différent. Grace avait un plan tout tracé, des notes exceptionnelles. Toi, tu serais mieux dans un métier manuel. D'ailleurs, le café a besoin d'une serveuse de plus. J'étais abasourdi. J'ai insisté, je peux travailler pendant mes études, aidez-moi simplement à commencer. On pourrait emprunter à la famille ou prendre un prêt. Je rembourserai tout, avec intérêt, même par écrit devant témoin. Nous ne contractons jamais de dette. C'est une question de principe, a coupé sèchement maman. Il faut que tu acceptes tes limites et que tu trouves un travail adapté. J'ai pleuré toute la nuit. Mais au matin, ma détermination avait remplacé les larmes. Je me suis tourné vers les seuls qui m'avaient toujours vu tel que j'étais réellement, mes grands-parents. Papy, mamie, j'ai besoin de vous, ai-je lâché, en larmes, accoudé à la table de leur cuisine. Je ne peux pas abandonner la fac, je ne peux pas. Les yeux de grand-père ont mêlé colère et tristesse. On n'a pas d'économie, ma petite, mais on va voir ce qu'on peut faire.
Jamais je ne laisserai un rêve de ma petite fille être brisé ainsi. Les semaines suivantes ont été une montagne russe. D'abord, le refus de prêt de la banque. Puis, l'annonce bouleversante du grand-père, il allait vendre son ancienne maison de campagne et le terrain autour. Cette vente a permis d'obtenir tout juste de quoi financer ma première année d'études. J'ai postulé pour une licence en gestion des investissements dans une ville aussi éloignée que possible du foyer où je n'avais jamais été soutenu. Le jour de mon départ, maman et papa ne sont même pas venus me dire au revoir. Seuls mes grands-parents étaient à la gare routière, mamie me serrant dans ses bras, papy essuyant furtivement quelques larmes. Ce jour-là, j'ai rompu tout contact avec mes parents. Pour les vacances, je retournais au village, mais je logeais chez mes grands-parents, désormais installés dans une petite maison. Leur sacrifice comptait pour moi plus que tout, entrer dans leur petit foyer, c'était retrouver la signification du mot « famille ». Après 4 ans d'efforts, j'ai enfin obtenu mon diplôme en gestion des investissements. Je suis rentré dans ma ville natale, pleine de rêves et avec ce précieux sésame en main, mais la réalité m'a vite rattrapé. Le marché du travail n'était pas tendre avec les jeunes diplômés, des semaines à envoyer des CV sans aucune réponse concluante. Finalement, j'ai décroché un poste dans une petite société de trading. Bien loin du prestigieux cabinet d'investissement dont je rêvais, mais c'était un début. J'ai trouvé un appartement modeste en périphérie de la ville. Rien d'extravagant, mais c'était le mien, payé de mes propres économies. Puis, un jour, un appel inattendu. Estella. La voix de Grace, douce comme le miel, résonnait dans le combiné. Ça fait une éternité. Tu devrais venir dîner ce week-end, qu'on puisse se retrouver. Au fond de moi, j'aurais dû me méfier, mais j'ai accepté. Peut-être que le temps avait changé les choses. Peut-être que Grace et moi pourrions enfin avoir une relation authentique, une complicité d'adultes. J'étais loin d'imaginer à quel point je me trompais. En arrivant chez elle ce soir-là, j'ai aussitôt compris que j'étais tombé dans un piège. Mes parents étaient déjà là, en compagnie du fiancé de Grace, un homme aux allures mielleuses dans un costume hors de prix, qui m'ignora presque totalement. Le procès a commencé dès que nous nous sommes assis à table. Alors, Estella, a entamé maman, la fourchette en suspens. Raconte-nous ce travail que tu fais. Je travaille dans une société de trading, ai-je répondu, essayant de garder une voix ferme. C'est une petite entreprise, mais, Grace m'a coupé, moqueuse. Société de trading, tu veux dire ces magasins de discount? Sérieusement, il ne fallait pas faire d'études pour ça. N'importe qui peut entrer de la rue et y être embauché. Contrairement à Grace, ajouta maman avec un sourire satisfait, qui est cadre dans la banque de la ville. Et Thomas, lui, est avocat chez Anderson Pierce. Le fiancé de Grace hocha la tête avec autosatisfaction, le meilleur cabinet d'avocats de la région. Tu vois, je t'avais bien dit que tu n'avais pas besoin de la fac, ma chérie, soupira maman. Quel gaspillage, la maison de ton grand-père. Papa rigola dans sa barbe en faisant tourner son verre de vin. Et, mon offre tient toujours. On aurait bien besoin d'une serveuse éduquée à la cafétéria. Les clients seraient sûrement impressionnés, non? Des frites avec votre expresso, servies par une diplômée. Tous rirent, sauf moi. Je fixais mon assiette, jouant avec la nourriture, comme lorsque j'étais gamine. Où as-tu dit que tu vivais déjà? Demanda Grace soudain, alors que je ne l'avais pas mentionné. J'ai trouvé un appartement sur Sidey Street, répondis-je à voix basse. À la table, tout le monde feignit l'effroi. Sidey Street? Les yeux de Grace s'agrandirent faussement inquiets. Oh Estella, c'est le pire quartier de toute la ville. Elle laissa planer un silence dramatique. Enfin, tu sais, c'est là que vivent les gens, qui n'ont pas les moyens d'avoir mieux. Les mendiants, souffla théâtralement maman, et les rires redoublèrent. Quelque chose s'est brisé en moi. 4 ans loin d'eux n'avaient rien changé. Leur cruauté, leur mépris étaient intacts. Je me suis levé d'un bond, traînant bruyamment la chaise sur le sol. Vous savez quoi? Je préfère vivre comme une mendiant que devenir quelqu'un comme vous, ai-je lancé. Au moins, tout ce que j'ai accompli, je l'ai bâti seul, sans vivre au crochet de personne, ni profiter de l'argent de papa. J'ai attrapé mon sac et filé vers la porte en ignorant leurs protestations. En sortant dans la nuit, je me fis la promesse de ne jamais plus remettre les pieds parmi eux. La vie sait pourtant surprendre au moment où l'on croit n'avoir d'avenir nulle part. Je travaillais toujours dans ma petite société de trading, accomplissant mon maximum,
mais j'avais le sentiment de piétiner. Un après-midi, mon téléphone sonna, c'était Lisa, mon ancienne colocataire de fac. « Estella, tu ne vas pas y croire », s'écria-t-elle joyeusement. « Tu te souviens qu'on rêvait de travailler chez Maxwell Investment Group? Ils ouvrent un bureau dans ta ville et recherchent de nouveaux talents. J'ai déjà parlé de toi. » Mon cœur s'est emballé. Maxwell figurait parmi les plus grands noms de la gestion d'investissement. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon CV, la semaine suivante, je me suis préparé pour l'entretien. En entrant dans leur bureau flambant neuf, j'ai eu la nette impression que toute ma vie m'avait mené à ce moment. L'entretien a été intense, exigeant en questions sur les tendances du marché, stratégie d'investissement spécifique. Mais toutes mes heures de travail acharné et de recherche hors horaire ont enfin payé. Une semaine plus tard, le verdict tombe, j'étais retenu. Dès la première journée, je me suis investi à fond. Là où les autres quittaient le bureau à 17 heures, moi je restais tard, développant de nouvelles stratégies, peaufinant mes projets. Mon premier gros mandat a été la gestion d'un portefeuille pour une entreprise tech de taille moyenne. Grâce à mes choix, le rendement a bondi de 40% dès le premier trimestre où tout le monde a commencé à me remarquer. « Estella, tu as fait un travail exceptionnel », m'a félicité mon superviseur lors de ma première évaluation semestrielle. Avec ces louanges, j'ai reçu un bonus, supérieur à tout mon salaire annuel précédent. Mais ce n'était qu'un début, j'ai redoublé d'efforts, accepté des dossiers plus complexes, me forgeant une réputation de magicienne des investissements. Les primes ne cessaient d'augmenter et j'avais un plan pour chaque sou. 2 ans après mon arrivée chez Maxwell, je suis entré dans un concessionnaire de voitures de luxe. Le vendeur devait me prendre pour une promeneuse jusqu'à ce que je désigne leur modèle le plus haut de gamme, je prends celui-là. 1 heure plus tard, j'arrivais chez mes grands-parents avec, devant la maison, une voiture neuve éclatante ornée d'un énorme nœud rouge. Papy en resta bouche bée quand je lui ai tendu les clés, mais ce n'était pas fini. Le mois suivant, j'acquérais un appartement spectaculaire dans Date, le complexe résidentiel le plus prisé de la ville, baies vitrées panoramiques, plan de travail en marbre, vue à couper le souffle. Je me sentais littéralement au sommet du monde. Un matin, alors que je quittais mon immeuble café à la main, j'ai entendu une voix familière. « Estella !» C'était Grace, dans sa tenue de sport griffée, l'air d'avoir vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai savouré la scène, la regardant dans les yeux. « J'habite ici », ai-je répondu d'un ton décontracté, désignant l'étage du Penthouse. « Je viens tout juste d'acheter l'appartement. » L'expression de Grace était inoubliable, un méli-mélo d'incrédulité, de choc et d'autres choses. Pour la première fois, j'ai vu de l'envie dans les yeux de ma parfaite grande sœur. 1 semaine plus tard, mon téléphone sonna de nouveau. Voir apparaître le numéro de mes parents à l'écran m'a totalement étonné, ils ne m'avaient pas contacté depuis des années. Plus étonnant encore, ils étaient dans le quartier et souhaitaient me rendre visite. J'ai accepté, plus par curiosité qu'autre chose. En entrant dans mon appartement, leurs réactions furent mémorables. Le regard de maman allait des baies vitrées au meuble design, papa restait debout près de la porte, n'osant toucher à rien. « C'est impressionnant », murmura maman, passant la main sur le marbre de la cuisine. « Tu dois vraiment bien t'en sortir. »« Oui, merci », répondis-je simplement, en indiquant le canapé italien. Ils échangèrent un regard inquiet avant que maman ne prenne la parole, visiblement nerveuse. « En fait, nous avons des nouvelles. Grace est fiancée à Thomas. Ils l'ont annoncé lors de la fête de fiançailles le mois dernier. Une fête à laquelle, évidemment, je n'étais pas invité. Le mariage est prévu dans 6 mois, continua maman, adoptant son vieux ton suppliant dont je me souvenais trop bien, et comme le veut la tradition, nous avons promis de payer la moitié des frais. Papa remua, mal à l'aise. Mais, le budget total est de, 300 000 $. J'en ai failli recracher mon verre d'eau. 300 000. La famille de Thomas a des attentes élevées, expliqua précipitamment maman. Ils sont très respectés ici. Nous avons promis de régler la moitié avant de connaître la somme, et maintenant. Elle me lança un regard appuyé. Il vous manque donc 150 000, ai-je terminé pour elle. Exactement, s'exclama maman, soudain pleine d'espoir. Et puisque tu t'en sors si bien, dans ce superbe appartement, avec cette carrière brillante. Vous voulez que je vous donne l'argent, ai-je dit, sèchement. Non, coupa papa, nous te demandons un prêt. Évidemment, nous te rembourserons, même par écrit. On sait que c'est énorme, ajouta vite maman,
mais nous ne pouvons plus reculer, ce serait la honte devant la famille de Thomas. Ils attendent un certain niveau. Comme lorsque je voulais aller à l'université, les jeux interrompus, quand je vous ai supplié de m'aider, quand j'ai offert de signer un contrat officiel, promettant de vous rembourser chaque centime. Maman rougit. Ce n'est pas pareil. Pas pareil? Pourquoi? Parce que cette fois, c'est vous qui demandez. Pourquoi m'avez-vous dit que par principe, vous ne faites pas de dette? Estella, sois raisonnable, tenta papa. Raisonnable? Je me suis levé. Où étiez-vous raisonnable lorsque vous m'avez dit que je n'avais pas le niveau pour la fac? Quand vous m'avez proposé un emploi de serveuse au lieu de m'aider à poursuivre mes études? Quand vous avez laissé papy vendre sa propriété alors que vous mettiez tout de côté pour Grèce? Ce n'est pas juste, s'indigna maman. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que vous ne venez ici que parce que vous avez besoin de moi. Vous ne m'avez même pas invité à la fête de fiançailles. Vous ne m'avez pas parlé depuis des années. Et maintenant, vous voulez 150 000 $. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Je ne prête pas d'argent, par principe. C'est une tradition familiale, non? Maman vira au rouge, furieuse. Comment oses-tu utiliser nos mots contre nous? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je ne pus m'empêcher de rire, amère. Veuillez partir. Ils sont partis, maman grommelant sur mon ingratitude, papa fuyant mon regard. En refermant la porte, j'ai senti un poids énorme s'envoler. Pour la première fois, je leur avais tenu tête, chez moi, sur mon propre terrain, forte de ce que j'avais accompli seul. Le lendemain, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Grèce. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, lança-t-elle sans même un bonjour. Maman m'a tout raconté. Comment peux-tu être aussi égoïste? Je me suis renversé dans mon fauteuil, regardant le soleil se coucher derrière mes grandes fenêtres. Nous sommes une famille, Estella. La famille cède. Tu as l'argent. Tout le monde sait que tu réussis maintenant. Pourquoi ne pas m'aider pour mon mariage? Je faillis rire devant tant d'absurdité. Une famille? Voilà soudainement que je redevenais l'une des leurs. Et où étais-tu quand tu me traitais de clochard chez toi? Quand vous vous êtes moqué de mon quartier? Quand vous avez tourné en ridicule mon travail? J'étais aussi de la famille, à ce moment-là. Ce n'était pas pareil, protesta Grèce. On plaisantait, franchement. Tu dramatises. Non, ce qui est ridicule, c'est que personne ne m'a donné de nouvelles pendant des années, jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. Si vous cherchez de l'argent à ce point, pourquoi ne pas demander à nos parents? Après tout, ils ont toujours fait savoir qui comptait vraiment pour eux. Aigrie, ingrate, explosa-t-elle. Tu crois être supérieure, maintenant, avec ton appart de luxe et ton super boulot? Tu restes la même petite sœur pathétique, celle qui ne sera jamais assez bien. Elle raccrocha. Je restai un moment immobile, étonné de réaliser que ces mots ne me blessaient même plus. Ils me laissaient simplement fatigué. Une semaine plus tard, je dînais un dimanche chez mes grands-parents, une tradition que je perpétuais depuis l'université. Mamie était inhabituellement silencieuse en servant le bœuf mijoté. Tes parents nous ont appelés hier, murmura enfin papy, la voix lourde. Je reposai ma fourchette. Laisse-moi deviner, ils voulaient de l'argent pour la noce? Mamie hocha la tête. Je crois qu'ils sont désespérés. Ta mère a beaucoup parlé de devoirs familiaux quand on lui a expliqué qu'à la retraite, on n'a pas ce genre de moyens. Papy reprit, ta mère a même eu l'audace de suggérer qu'on vende quelque chose. Vous n'avez pas vendu un terrain pour l'université d'Estella? Non, elle a même suggéré de vendre la voiture. Oui, la voiture que tu nous as offerte. J'étais abasourdi. Elle voulait vraiment que vous vendiez mon cadeau? Papy affichait un air satisfait, c'est là que j'ai raccroché. J'ai dit qu'à la différence de certains, on ne vend pas les cadeaux de ceux qui nous aiment pour de vrai. Mamie posa sa main sur la mienne, et nous sommes restés tous les trois dans un silence complice, soudés par bien plus que le simple sang. Les nouvelles circulent vite dans une petite ville et mes parents y ont veillé. En quelques semaines, leur version de l'histoire courait déjà dans toute la famille élargie et au-delà. J'entendais ici et là les ragots. Tu sais, la petite dernière? Elle a un bon boulot maintenant, se croit trop bien pour sa famille. Elle ne leur parle plus. Paraît qu'on n'est plus assez riche pour elle. À l'église,
je sentais les regards désapprobateurs de nos cousins lors de mes visites avec mes grands-parents. Un soir, ma tante Martha appela, indignée, « Ta mère m'a dit que tu ne l'as même pas laissée entrer chez toi quand elle est venue te voir. Comment peux-tu traiter ta mère ainsi ?» J'aurais pu me justifier. J'aurais pu expliquer à tous que mes parents ne m'avaient contacté que par intérêt, n'avaient jamais soutenu mes rêves, n'avaient fait que me rabaisser à la moindre occasion. Mais j'avais appris depuis longtemps qu'argumenter avec des gens toxiques ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. J'ai préféré me concentrer sur mon travail, passer du temps avec ceux qui m'aimaient vraiment et laisser les potins tournoyer autour de moi comme les feuilles en automne. Mes grands-parents savaient la vérité, ils avaient vécu chaque minute à mes côtés, et cela me suffisait. Mais 2 semaines avant la cérémonie, Grace tenta une dernière approche. Elle débarqua sans prévenir, dans sa tenue la plus tapa accent graveleuil et son sourire le plus persuasif. « Estella, il faut qu'on parle », annonça-t-elle en pénétrant comme chez elle dans mon salon. Ça a assez duré. On est sœurs, on ne devrait pas se quereller ainsi. Je suis resté appuyé contre la fenêtre, bras croisés, l'observant s'installer sur mon canapé comme s'il lui appartenait. « Pourquoi es-tu vraiment là, Grace ?»« Pour me réconcilier, » répondit-elle, un sourire de mise sur les lèvres. « Et pour que tu comprennes la situation. Les parents de Thomas ne sont pas simplement riches, ce sont des gens de vieille famille, influents partout. Le mariage doit être absolument parfait. » Je sentais qu'elle allait continuer. « Les derniers paiements sont dus la semaine prochaine, le traiteur, l'organisatrice, les fleurs. » Elle tritura nerveusement sa bague de fiançailles. « Si papa et maman n'apportent pas leur part, ce sera la honte. Les parents de Thomas sauront qu'ils ne pouvaient pas assumer. Ce sera dur, pas seulement pour eux, mais aussi pour moi et mon avenir avec Thomas. Donc, cette visite n'est pas pour te réconcilier mais pour récupérer de l'argent, n'est-ce pas ?» Elle hésita. « Oui, mais... » Elle se leva, me posa la main sur l'avant-bras. « Estella, s'il te plaît, tu es ma sœur. J'ai besoin de toi. On doit impressionner la famille de Thomas. » Je retirai doucement sa main, allai ouvrir la porte. « Je n'ai pas envie d'impressionner les parents de Thomas. Je me fiche de ton mariage parfait. Et, franchement, je me fiche complètement de ce que vous pensez, tous. » Sa voix tremblait. « Tu commets une grosse erreur. Tu le regretteras. » Je lui souris, sincèrement sereine. « Non, Grace. Pour la première fois de ma vie, je sais que non. » Quelques jours plus tard, un message de Sarah, la seule amie de fac de Grace qui avait toujours été gentille avec moi, s'afficha sur mon portable. Elle voulait que je sache ce qui s'était passé au club Select la veille. « Tes parents ont finalement dû avouer la vérité à la famille de Thomas, » écrivait-elle. Ils ne pouvaient plus éviter les appels de la wedding planée. Apparemment c'était toute une scène. J'imaginais parfaitement le décor, la salle à manger guindée, les beaux-parents sidérés dans leurs habits hors de prix, le moment où mes parents avaient dû admettre qu'ils ne pourraient pas payer leur part. Selon Sarah, la mère de Thomas était devenue violette de colère. Leur conte de fées s'était effrité, la suite nuptiale dans les Maldives, annulée, le champagne millésimé, réduit, les fleurs de luxe, simplifiées. Les parents de Thomas finirent par tout régler eux-mêmes, mais l'humiliation était là et la fête avait perdu de sa splendeur. La cérémonie eut tout de même lieu, mais dans une version très édulcorée. Je n'avais pas attendu d'invitation, d'ailleurs. Mes grands-parents en reçurent une, mais ils déclinèrent poliment, expliquant avoir déjà d'autres engagements. Nous avons passé ce samedi ensemble, à pique-niquer dans leur jardin, sans jamais prononcer un mot sur la grande cérémonie qui avait lieu de l'autre côté de la ville. Une semaine plus tard, les photos du mariage envahirent les réseaux sociaux. Un soir, je les ai regardées, un verre de vin à la main, détaillant chaque visage sur les clichés savamment posés. Grace, superbe, dans sa robe de créateur. Thomas, crispé et guindé. Sa famille, alignée, telle une rangée de statues de marbre. Mes parents, aisément repérables dans leurs costumes vraisemblablement achetés à crédit, faisant de leur mieux pour s'intégrer à ce milieu d'argent ancien et de clubs privés. Mais leur sourire avait l'air tendu, leur pose forcée. Les parents de Thomas, eux, n'apparaissaient que sur quelques clichés, affichant au mieux du mépris, au pire du dégoût. Sur une photo révélatrice, la mère de Thomas fixait mes parents avec l'expression qu'on réserve d'habitude à quelque chose de déplaisant sous la semelle de sa chaussure. Dans les semaines suivantes, Sarah m'envoya des nouvelles de temps à autre. Après la cérémonie, Grace et Thomas emménagèrent dans une maison offerte par les parents de Thomas.
Mes parents leur rendaient rarement visite eux non plus, finalement, ne correspondaient pas au standing des nouveaux beaux-parents. Je n'ai plus eu de nouvelles de Grèce ni de mes parents depuis avant la noce. Je doute en avoir jamais. Mais assise ici, chez moi, observant le soleil couchant envelopper la ville d'or et de pourpre, je me sens enfin en paix avec tout cela. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester réduits en cendres.